Bonjour à tous, bienvenue dans cette visioconférence. Aujourd'hui, on va parler nutrition avec Laure qui est très pressée de commencer. On va parler équilibre alimentaire. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation et de votre présence. Donc, si vous êtes en direct, très nombreux aujourd'hui, merci beaucoup. Donc, je suis Pascal Macias, je suis là pour vous accueillir, répondre à vos questions dans la barre de conversation et résoudre les éventuels problèmes techniques comme nous avons eu tout à l'heure pour Arlette, qui s'est arrangé. Donc, si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site movadom.eventbrite.com. Vous aurez accès à toutes nos prochaines visioconférences et vous pourrez vous inscrire, recevoir des mails pour vous rappeler de vous connecter à l'heure intéressée. Alors, je suis en train de voir que j'ai pas la bonne présentation. J'ai pas le contenu en fait, donc je vais changer en cours de route. Il y a un petit souci. Bon, après, On sinon, va... on fait sans, hein. C'est moins fun. Il Non, n'y aura mais pas de visuel, mais je l'ai enregistrée, il me semble. Sauf que ça n'a pas dû enregistrer la bonne. Euh, non, bah, je l'ai pas. Alors, on fera un petit jonglage tout à l'heure. Euh, Là, je couperai cette partie-là aussi. Alors, tac, tac, faut que je la retrouve. Là, voilà. Non, c'est pas celle-là. Bon, bah, petit souci attention, c'est du technique pour direct, démarrer. hein. Voilà, c'est ça. C'est en direct. Donc, si vous nous regardez en replay sur YouTube, eh ben, en direct, ça se passe des fois comme ça. L'avantage du direct, c'est que à la fin de la session, vous pouvez retrouver enfin, vous pouvez interagir avec l'intervenant, pardon, et poser vos questions, chose qui n'est pas possible sur le replay. Alors, équilibre alimentaire, tac, ça s'essuie de l'autre fois. Hop. Eh bien, on reprendra celui-là. Donc, on va reprendre. Donc, moi, je suis donc Pascal. Je vais laisser la main à Laure, mais je vais d'abord partager l'autre présentation et je reviendrai sur celle-là après. Tac. Alors, ça charge. On va passer directement à la diapositive. Et voilà, c'est celle-là. Je te laisse prendre la main, Laure, te présenter et puis partir Mais sur là, ta je ne peux pas prendre la visioconférence. main. Tu Et peux là, pas je ne prendre peux la pas main. prendre la main. C'est bizarre. Alors, c'est peut-être le temps que ça charge. En même temps, tu es au point, donc maintenant, tu peux faire avancer les diapos. Voilà. Eh ben Bah, si voilà, tu veux, on super. va faire ça. Allez, Mais là, je ne peux pas pour le moment toujours prendre la main. Donc, toujours pas. C'est bizarre. Alors, attends, je vais essayer d'arrêter le partage. Donc là, normalement, il n'y a plus de on n'a plus rien dans diapositive. l'écran, exactement. Il n'y a plus que toi. Ça va bien se passer. Oui. Hop. Et Donc, toujours j'ai pas. repartagé. Toujours pas. Eh ben, allez, je vais faire le petit pigiste. Allez, c'est parti. Si jamais à un moment donné ça remarche, je te le signalerai. Ça Donc marche. bonjour à tous, je suis Laure, diététicienne nutritionniste, en direct de Normandie où il fait très beau et très froid. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023. Et ce matin, on va échanger ensemble sur bien manger entre plaisir et équilibre. Alors, la notion de plaisir, depuis quelques semaines, on l'a bien eue. Ça va, on finit la galette, on a eu les chocolats, on a mangé plein de choses extraordinaires et que nous ne mangeons d'habitude pas, ou peu en tout cas, puisque la notion de plaisir, c'est aussi manger des choses dans un contexte particulier. Si, quand on mange du foie gras en famille ou des escargots, c'est vraiment synonyme de Noël, d'être, nombreux autour de la table. Si on les mange tout seul, c'est peut-être pas tout à fait la même notion de plaisir, en tout cas. Et si vous les mangez en plein mois d'août, peut-être que ça fait pas non plus la même sensation. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'on va avoir aussi des habitudes alimentaires, on va avoir des sensations liées à des moments précis de notre quotidien ou de notre année civile. Et puis, on a aussi un plaisir gustatif qui est lié à des souvenirs.
Ma grand-mère faisait tel gâteau, les crêpes, elle les faisait comme ça avait telle odeur, enfin voilà. Et l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée et pour manger en quantité adaptée, il faut aussi prendre en compte le fait que, beh, on se fait plaisir. Si on mange quelque chose qui ne nous plaît pas, soit on ne mange pas, soit on va en manger en beaucoup plus grosse quantité pour essayer d'avoir une sensation un peu de quelque chose. Donc voilà. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et on va voir que l'équilibre, c'est, dans sa globalité. Il n'y a pas que ce que l'on met dans l'assiette, il y a aussi la façon dont on se bouge, la façon dont on est et la façon dont notre tête réagit. Puisque si on va bien moralement, en gros, tout va bien. Quand on a des petits coups de mou, ben souvent, c'est là où le chocolat, on est plutôt à 3 ou 4 carrés de chocolat qu'à 2 et ça joue. Donc, pourquoi doit-on faire attention à ce que l'on mange? Eh bien, on fait attention à ce que l'on mange parce que notre cerveau et notre tube digestif sont en interaction et comme je disais tout à l'heure, si on va bien, on mange bien, si on ne va pas bien, on ne mange pas bien. Donc le but, c'est de faire attention pour rester en bonne santé, pour apporter aussi à notre organisme tout ce dont il a besoin pour permettre à nos organes de bien fonctionner, à notre sang de circuler et donc de pouvoir aussi bien bouger. C'est une interaction. Tu peux avancer, Pascal. Donc là, on a une petite vidéo sur justement, le plaisir de manger. Je ne sais pas si elle va marcher ou pas. On tente? Non. Bon, eh beh, c'est tout, tant pis. Alors, bah, tu peux passer Pascal. Non, elle Donc c'est elle fonctionne pas pour elle moi. Je vais voir fonctionne si je pas. peux la trouver. Donc c'était une petite vidéo que vous avez souvent alors j'aime bien ces petites vidéos, qu'on peut trouver sur internet où c'est des petits personnages. C'est un petit résumé en fait de tout ce que l'on va voir. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par le plaisir de manger. Le plaisir de manger, il va avoir une incidence sur la quantité, sur la qualité de ce que l'on va manger et aussi sur la notion de pourquoi je me mets à table. Si vous avez un plat qui est, fade, qui n'a pas de couleur, qui est présenté dans une barquette en plastique, à un moment donné, vous n'avez pas envie de vous faire plaisir, vous n'avez pas envie de manger et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, soit, beh, vous allez manger pour manger, soit vous avez l'appétit qui est coupé, mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez compenser ce non-plaisir gustatif ou ce non-plaisir de moment de convivialité ou d'intérêt pour ce que vous mangez par autre chose. Si Voilà. tu veux, Laure, je peux la passer la vidéo. Eh bien, allez, allons-y alors. Alors, il faut que je retrouve l'écran où il se trouve. Le voilà. Hop. Donc là, logiquement, vous voyez, C'est parti. c'est parti. Vous avez peut-être pas le son. Non, il n'y a pas le son. Je crois que j'ai pas coché la bonne case. On va y arriver. Décidément. Hop, voilà, ça ira mieux comme ça. Ensuite, la fenêtre, c'est celle-là. Et là, cette fois, c'est parti. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi doit-on faire attention à ce qu'on mange? Avant que l'homme ne vive dans de jolies maisons avec des frigos pleins, il était chasseur-cueilleur. C'est-à-dire que l'homme préhistorique se nourrissait de racines, de baies et de viande. Autant dire que les sodas, les glaces et les pizzas, il n'en avait pas. C'est au fil des siècles que notre alimentation a changé. Mais on mange bien mieux maintenant, non? Oui, car l'agriculture a permis d'avoir plus de légumes, de céréales, de viande et de produits laitiers. Et ça, c'est bien. Mais l'agriculture a aussi permis de produire plus de sucre et de gras. Et depuis 100 ans, on mange de plus en plus de produits industriels. Ces aliments, produits dans des usines, comme les biscuits ou les chips, contiennent souvent plus de sucre et de graisse qu'il ne faudrait. Pourquoi? Car notre corps adore ça. Ce corps de chasseur-cueilleur est fou de plaisir devant ces aliments qu'il n'aurait jamais croisés dans la nature. Il en redemande. Et les professionnels de l'alimentation le savent. Ils ajoutent du sucre dans tout un tas d'aliments, même salés. Cette alimentation peu naturelle finit par faire grossir ceux qui la mangent. Ils sont en surpoids, voire parfois obèses. Et c'est très dangereux pour le corps. Cela abîme les articulations, fatigue le cœur et augmente les risques de maladies. Voilà pourquoi il ne faut pas manger trop gras ou sucré. Hélas, les aliments industriels sont peu chers et faciles à manger rapidement. Contrairement aux aliments de meilleure qualité qui contiennent ces goûts dans des quantités limitées, mais adaptés à notre corps préhistorique. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Voilà, voilà, voilà.
Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est vraiment de se dire que les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, effectivement, ne sont pas forcément bons en excès pour notre organisme, mais ils font partie aussi de l'équilibre alimentaire parce qu'ils nous aident à avoir une notion de plaisir gustatif. Et le but, c'est aussi de se mettre à table pour quelque chose. Alors, on va se mettre à table pour plein de choses, parce qu'on a besoin de se nourrir pour être en bonne santé, parce qu'il y a du monde autour de la table, parce que notre organisme a faim et réclame. Donc, le but, c'est de pouvoir jongler entre cette notion de plaisir gustatif, qui va des fois au-delà de seulement le plaisir de quelque chose en bouche, puisque je vous l'ai dit, avec les fêtes de Noël, par exemple, il y a tout un protocole, il y a tout un lien qui est lié avec les fêtes en règle générale. Un anniversaire, s'il n'y a pas de gâteau, c'est pas tout à fait un anniversaire, les enfants vous le diront. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à avoir une notion de plaisir et une notion d'équilibre alimentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, il faut trouver le juste milieu pour que notre organisme puisse avoir de l'appétence pour ce qu'il mange et en même temps qu'on réponde au mieux à nos besoins. Nos besoins physiologiques, ce sont les dépenses que nous avons au quotidien et en fonction de l'activité physique que nous allons avoir au quotidien, si cet après-midi, je décide d'aller marcher 10 km dans le froid, eh bien, même s'il fait très beau, je vais dépenser beaucoup plus d'énergie que ce matin où je suis en train de vous parler. Voilà. Donc, notre organisme, il va aussi adapter ses besoins avec ses dépenses. On le voit bien, en hiver, on a des plats plus roboratifs, un peu plus gras, et puis l'été, spontanément, on va aller plus vers les crudités, vers des légumes. Le chocolat en ce moment et la galette, ça nous plaît bien. Comme je le disais, au mois d'août, quand il fait très très chaud, vous avez plutôt envie de sorbet, de glace que de chocolat. Donc, on adapte aussi en fonction du climat, de la température et de nos habitudes alimentaires et de la saisonnalité aussi euh, de, de ce que la nature peut nous donner comme aliment. Tu peux avancer, Pascal? Donc, l'équilibre alimentaire, c'est aussi l'équilibre de ce que vous mangez. Et pour ça, on a 5 sens. Nos 5 sens, ils vont tous nous permettre finalement de savoir ce que j'aime ou ce que j'aime pas et pourquoi j'aime pas. Et ça va nous donner aussi une impulsion sur le plaisir de manger et sur l'appétence que l'on va avoir pour un aliment. Je veux bien que tu avances, Pascal. Donc, je suis désolé, il y a eu des slides qui ont… C'est pas grave, ça va bien se passer. Est-ce que Voilà, si je te fais comme ça, tu avances, d'accord? Ça marche. Ça ne dérange personne. Super. Excusez-nous, c'est un peu brouillon, mais vous allez voir, ça va bien se terminer. Donc, les 5 sens nous permettent de tester un aliment et de savoir si je l'aime ou je ne l'aime pas. Et c'est ce qui fait que si on prenait tous la parole en ce moment, pour un même aliment, on va vous dire ça je l'aime pas, et pourquoi je l'aime pas. Par exemple, un aliment, le fait de le toucher, de cuisiner, de préparer, de choisir par exemple votre camembert, de savoir s'il est ferme ou pas ferme, le fait de savoir si votre melon en été, il est plutôt mou ou rugueux, est-ce que par exemple le fait de couper, de préparer, tout ça va jouer sur le fait que vous allez aimer ou pas un aliment. Par exemple, la différence entre la pêche et le brugnon, alors c'est pas de saison, mais il y en a un qui est poilu, il y en a un qui ne l'est pas. Et donc ça va jouer sur le fait que j'aime pas. L'orange, vous avez des personnes qui vont vous dire que l'orange, ils l'aiment, mais ils n'aiment pas retirer la peau. Et vous en avez d'autres qui vont vous dire, ah ben moi j'adore l'orange parce qu'avec la peau, je fais un petit bonhomme. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont jouer sur le fait qu'on va apprécier ou non un aliment. L'odeur aussi. Quand vous préparez une orange, vous ne l'avez pas mangée ou une clémentine, il y a déjà une odeur qui est caractéristique, que vous savez reconnaître. Il y a aussi des aliments qu'on va adorer d'un point de vue gustatif, mais au niveau de l'odeur, on n'aime pas du tout. Et donc ça va jouer. Vous arrivez quelque part, ça sent bon, ça vous met déjà l'eau à la bouche. Alors que si vous êtes en train de réchauffer un plat au micro-ondes tout près, souvent, ça a à peu près la même odeur quand même, quel que soit le plat. Ça ne vous donne pas une impulsion de se dire « Ah tiens, ça me met en appétit ou pas ». Ça va jouer. Le fait d'avoir des oignons qui mijotent, vous avez une odeur particulière. Le regard aussi, rien que de faire ses courses. Si vous prenez n'importe quel ingrédient, si vous choisissez sur les fruits et légumes, vous allez choisir plutôt telle pomme que telle autre. Vous allez, par le packaging, être attiré plus par certains aliments ou par certains produits que par d'autres. Cela va donner une impulsion, savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas. C'est pour ça d'ailleurs que souvent sur des aliments tout prêts, vous avez des très jolies photos. Ça donne une impulsion sur le désir de le consommer ou pas.
l'ouïe aussi. Je vous dis, c'est quand vous préparez un repas, donc si on parle des petits oignons, le clac, 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 ça va donner une impulsion. Il y a des bruits aussi spécifiques. Les petits oignons qui rissolent, quand on fait par exemple, je sais pas moi, quelque chose qui mijote. Quand l'eau déborde pour les pâtes, ben vous savez avant même d'avoir vu que ça a débordé, vous l'avez entendu. Tout ça donne une impulsion. Et la finalité, c'est ce que je me mets en bouche. Est-ce que tout ça fait que j'ai envie de le mettre en bouche ou pas? Et en bouche, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Et là, c'est plusieurs nerfs qui vont jouer sur la sensation que je vais aimer plutôt le salé ou le sucré. Est-ce que je vais avoir une sensation de pétillant, d'acide ou pas? Et tout ça, ça va jouer. Et si quand vous avez une grosse grippe ou un gros rhume, quand vous vous bouchez le nez, vous allez voir que quelque chose que vous aimiez n'aura pas du tout le même goût parce que vous vous êtes bouché le nez. Faites le test ce midi. Et vous allez voir que, au final, tous nos sens nous donnent une impulsion sur j'aime, j'aime pas et pourquoi je mange. Et la problématique de ces 5 sens, c'est que s'il y en a un qui est mis à mal, par exemple, je pense au Covid long, malheureusement, les gens qui ont des Covid longs, qui n'ont plus ni le goût ni l'odorat, c'est une réelle problématique. Parce que soit ils n'ont plus du tout envie de se mettre à table parce que ça n'a plus le goût, ça ne donne pas l'impulsion de se dire j'ai le plaisir de manger, soit ils vont manger beaucoup plus pour espérer avoir une sensation. Et moi, dans mon métier, ma pratique a changé depuis justement ces fameux Covid longs, puisque le but, c'est d'essayer d'expliquer aux gens qu'en fonction de la texture qu'ils vont se mettre en bouche, en fonction du visuel, en fonction du toucher, eh bien, si on arrive à compenser les autres sens, eh bien, on peut quand même retrouver quand même des sensations qui ne seront pas les mêmes, mais il faut se réapproprier de nouvelles sensations. Et là, on va faire comme pour les enfants. C'est pour ça que les enfants, au moment de la diversification, on va leur dire, on va tester plusieurs jours le même ingrédient sous différentes formes. Et on dit bien qu'un ingrédient, pour aimer quelque chose ou un aliment, il faut le tester au moins une dizaine de fois sous formes différentes pour savoir dire j'aime ou j'aime pas. Et ce n'est pas forcément durable dans le temps. Le goût change, on évolue. Et ça va jouer parce que tout d'un coup, on voyage, parce qu'on va se créer des souvenirs vis-à-vis d'un plat, vis-à-vis d'un aliment, qui vont aussi avoir une impulsion sur le j'aime, j'aime pas. Et tout ça va nous permettre aussi d'avoir une impulsion sur bien manger. Vous avez des gens qui ont très peu de goût, très peu d'odorat, pour qui se mettre à table, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous. Ça ne leur parle même pas. Ils se mettent à table parce que physiologiquement parlant, on a besoin de manger. Mais quoi que vous leur serviez, ça ne fait pas non plus. Voilà. Et au moment des fêtes, limite, c'est plutôt la cata parce qu'on passe un temps fou à table à manger des trucs qui ne leur sont pas forcément, qui leur mettent pas en émoi, quoi. Et donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à un moment donné, il faut trouver l'astuce pour bien manger, pour bien nourrir son organisme et lui permettre d'être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut manger de tout en quantité adaptée. Et là, nous avons 7 familles d'aliments et vous allez voir que ces 7 familles ont leur importance. Donc, bien manger et équilibre alimentaire, c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut pouvoir aussi des fois anticiper les repas et puis savoir connaître ce qui nous fait plaisir et ce qui ne nous fait pas plaisir. Et si on doit intégrer des aliments qu'on aime moyen, eh bien peut-être s'arranger pour qu'il y ait d'autres aliments qu'on aime beaucoup plus pour compenser et permettre d'avoir aussi un aspect positif et être plutôt réceptif positivement à ce nouvel ingrédient ou à cet ingrédient qu'on aime un peu moins. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée. Et donc, vous avez sous les yeux ce que j'appelle la pyramide alimentaire, qui a été revue et corrigée depuis, mais j'aime bien ce modèle-là parce que l'avantage, c'est qu'il est concret. La base de la pyramide alimentaire, c'est ce qui nous permet de tenir debout. C'est ce qui nous apporte le plus d'énergie. Et plus on monte vers le haut de la pyramide alimentaire, moins c'est indispensable à notre organisme. Mais par contre, vous voyez bien que ça y est, je peux reprendre le contrôle. Merci Pascal. Magnifique. Et donc, vous allez voir que le haut de la pyramide alimentaire, on est tous d'accord que c'est plutôt la partie qu'on adore le plus et que gustativement, on a un intérêt quand même pour ce genre une appétence pour cette famille d'aliments. Et donc, il faut en tenir compte. C'est important pour le moral, pour notre organisme et pour l'envie de se mettre à table. Donc, la base de l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée. Je me répète, mais l'énergie que vous apporte la famille des féculents,
C'est ce qui va vous permettre d'avoir une sensation de rassasiement dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où vous avez consommé ce repas. Donc, la famille des pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, tout ce qui est légumes secs, lentilles, flageolets, haricots blancs, haricots rouges, pain, céréales, farine. Cette famille-là, il faut en consommer à chaque repas en quantité adaptée en fonction de la dépense énergétique que nous avons et en fonction de notre faim. Si vous avez très faim, il faut manger un peu plus. Si vous n'avez pas faim, vous en mangez un peu moins. Et puis, cette famille d'aliments, elle va vous apporter également des fibres alimentaires nécessaires pour le transit et pour justement avoir une digestion un peu lente. Elle va vous apporter aussi des vitamines et des minéraux. On va en consommer à chaque repas en quantité adaptée et sous formes différentes. Donc, on en consommera au petit déjeuner sous forme de pain, céréales, ce genre de choses, au repas du midi ou au repas du soir. Et on peut en consommer aussi en collation après-midi et ou soirée en fonction de l'heure à laquelle on se couche. Puisque cette famille-là, souvent, on a tendance un peu à l'oublier sur les repas du soir pour pouvoir faire bien, dans le but de dire ah ben non mais je vais me coucher, je ne vais pas dépenser d'énergie, donc ça ne sert à rien de consommer trop de féculents. Par contre, ce qui est important dans cette famille, je vous le répète, c'est qu'elle vous apporte de l'énergie. Et vous, la nuit, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous respirez, le cœur continue de battre, vous continuez finalement d'avoir un cerveau qui se met en activité. Et donc, tout ça nécessite de l'énergie quand même. Donc, si on n'en consomme pas assez, eh bien, on ne dormira pas bien et on risque finalement d'avoir un sommeil qui n'est pas de bonne qualité et récupérateur. Et si on en consomme de trop, on l'a vu pendant les fêtes finalement, quand on consomme trop riche, trop gras et trop de féculents, ben finalement on ne dort pas bien non plus. Donc le but, c'est de trouver le juste milieu. Donc il faut quand même en avoir un petit peu à chaque repas en quantité adaptée. Ensuite, vous avez la famille des fruits et légumes qui sont intéressantes parce qu'ils vont vous apporter des fibres alimentaires, une quantité d'eau non négligeable et puis aussi des vitamines et des minéraux. D'où l'intérêt aussi de consommer ces produits en fonction de la saisonnalité. Puisque ce qu'il faut, c'est que nous consommions ces aliments au moment où ils ont le plus de vitamines et de minéraux. Je reviens à l'orange tout à l'heure, ou par exemple l'exemple en ce moment du chou-fleur. Vous avez une peau où vous avez des grosses feuilles autour du chou qui vont vous permettre aussi de potentialiser les apports en vitamines et minéraux de cet aliment. Si vous mangez des tomates en ce moment, soit elles sont élevées sous serre et d'un point de vue vitamines, minéraux, il n'y a pas grand-chose. Elles vont être hors de prix aussi, soit elles viennent de loin et auquel cas, au niveau de l'impact carbone, ben, elles vont aussi être, c'est ce qui justifie qu'elles soient hors de prix. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de consommer des produits de saison pour optimiser les apports en vitamines et en minéraux. Par contre, pour les personnes qui sont seules ou qui ne souhaitent pas cuisiner, alors je dis toujours seul parce que c'est vrai quand vous achetez un chou-fleur, si vous devez en consommer toute la semaine, à un moment donné, ras-le-bol, quoi. Puis le tube digestif, il ne va pas être d'accord. Donc ça va être un souci. Par contre, des fois, vous avez des produits surgelés ou en conserve, produits basiques, qui vont vous apporter exactement les mêmes apports en vitamines et minéraux parce qu'ils auront été congelés ou mis en surgélation ou en conservation dans les 2 à 3 heures qui suivent le moment où ils ont été cueillis. Donc la perte en vitamines et minéraux, il n'y en a pas. Et ils sont cueillis et récoltés au moment où c'est la saison optimum. Donc des fois, au lieu d'acheter des courgettes toutes en vrai, entre guillemets, en frais, en ce moment, peut-être que les courgettes surgelées qui ont été cueillies au bon moment vous permettent finalement d'avoir autre chose à mettre dans le potage. Voilà, donc les fruits et les légumes de saison sont intéressants, en surgelé ou en conserve aussi. Et le but, c'est d'optimiser les vitamines et les minéraux. On est d'accord? Et les fibres alimentaires. On va en consommer à hauteur de 5 fruits et légumes par jour. Sauf que ce n'est pas 5 légumes, ce n'est pas 5 fruits, c'est 5 au total. Et ce n'est pas 5 tomates cerises ou 5 choux-fleurs. Les légumes, on va en consommer plutôt à chaque repas, midi et soir, et dans les mêmes proportions que ce que vous avez consommé comme famille de féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre. Ils peuvent être cuits ou crus sous forme de potage. Et puis, ils peuvent être effectivement, on le verra tout à l'heure, accompagnés d'un petit peu de matière grasse pour qu'ils aient un peu de goût. Et les fruits, on va en consommer 3 portions par jour. Quand on parle de portions, ce sont des portions, c'est 3 clémentines, c'est 2 kiwis, c'est une orange, c'est une pomme, c'est une belle poire, mais ça peut être aussi un petit pot de compote sans sucre ajouté, ça peut être un petit verre de jus de fruits. Voilà.
L'idée, c'est quand même, on le verra tout à l'heure, de bien mastiquer les aliments. Le jus de fruits va être digéré tout de suite par votre organisme, la compote un petit peu moins, alors que la pomme, si vous l'avez croquée, finalement, vous allez avoir un temps de digestion qui sera plus lent aussi et un pic glucidique de sucre qui va s'étaler plus dans le temps. Donc cette famille-là, elle est vraiment importante, mais le but, c'est pas non plus d'en consommer de trop, c'est d'être en adéquation avec nos besoins, avec la quantité de féculents et d'être vigilant aussi sur la quantité de fruits. Parce que 3 portions de fruits par jour, ça va quand même vite. Ensuite, vous avez la famille des protéines, tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer. Et là, vous avez un choix qui est quand même assez vaste et ça vous apporte des protéines, ça vous apporte du fer ou de l'iode en fonction du type de famille que vous consommez, surtout tout ce qui est viande, poisson ou œufs. Et ces produits, cette gamme de produits, peuvent être plus ou moins grasses en fonction de si vous consommez des viandes grasses ou des poissons gras ou des poissons maigres. Le but, c'est comme pour les légumes, c'est de varier les sources de viande, poisson ou œufs que vous allez consommer. Si vous consommez que des viandes maigres, eh bien, vous allez perdre un certain nombre d'acides gras que l'on ne trouve que spécifiquement dans les viandes ou dans les poissons, entre autres tout ce qui va être oméga, oméga 6, oméga 3, qui ont un intérêt nutritionnel pour votre organisme. Donc, il faut varier au maximum les viandes et les poissons que vous allez consommer. Ça peut être des viandes grillées, mijotées, comme ça peut être une tranche de jambon, 2 œufs durs, une petite sardine en boîte, ça peut être ce genre de choses. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement que ce soit que de la viande à chaque repas, c'est de la viande, mais au sens large de cette famille d'aliments. Et ça peut être à un des 2 repas en fonction de la quantité que vous allez consommer. Effectivement, on dit environ 100 à 150 grammes de viande, poisson ou œufs, crustacés, abats, produits de la mer par jour. Ce n'est pas énorme, hein. Une tranche de jambon, c'est 25 à 30 grammes. Un œuf, c'est 50 grammes. Donc, ça peut arriver vite. Maintenant, si vous avez une belle pièce de bœuf et que vous souhaitez manger ça, ben, vous la mangez ce midi, ce soir, il y en aura moins ou pas. D'accord? Et donc, ces familles d'aliments vous apportent du fer et de l'iode, vous apportent un certain nombre de matières grasses nécessaires aussi à votre bonne santé. Il y a 2 autres familles qui peuvent vous apporter des protéines. Nous avons de nouveau la famille des féculents qui vont avoir un apport en protéines d'origine végétale et non animale pour les personnes qui ne consomment pas de viande, poisson ou œufs, ou pas parce que le goût change ou les envies changent, ou le budget aussi peut être modifié. Donc là, dans ces cas-là, on associera 2 sources de féculents. C'est-à-dire, on va par exemple faire pois chiches et pâtes. On peut faire lentilles et riz, ou on peut faire par exemple pain plus pommes de terre. Voilà. Et donc l'association de ces 2 sources de famille, de ces 2 sources de féculents, vont vous permettre à la fois d'avoir des acides aminés essentiels complémentaires. Un acide aminé, il est essentiel, il est au titre de 9. Dans la viande, vous avez d'office viande, poisson ou œuf, c'est 9 acides aminés essentiels, alors qu'en fonction du type de céréales, féculents, farine, blé, légumes secs que vous allez consommer, il n'y en aura qu'entre 7 et 8. D'où l'intérêt de les 9 acides aminés complémentaires qui seront d'origine végétale et pas d'origine animale, mais qui vous permettront d'avoir une source protéine de même valeur qu'un œuf. Voilà. Il y a aussi la famille des produits laitiers que vous voyez, qui est une famille qui vous apporte également des protéines, mais il vous apporte aussi du calcium. On fait souvent l'association produits laitiers calcium parce que la quantité de calcium absorbée par votre tube digestif est plus intéressante sur cette famille-là. Il y a beaucoup d'autres, toutes les autres familles peuvent apporter aussi du calcium, mais sur des quantités très différentes au niveau de l'absorption. Les produits laitiers vont permettre d'absorber le calcium laitier à hauteur de 30% au niveau du tube digestif, alors que les végétaux ou les féculents à hauteur de 5%. Il vous faudra 2 baguettes et demie pour l'équivalent en absorption calcique d'un yaourt. Il vous faudra l'équivalent d'un chou vert pour avoir le même absorption calcique qu'un produit laitier. Les produits laitiers, qu'ils soient de vache, brebis ou chèvre, la qualité du calcium sera la même et le degré d'absorption sera le même. D'accord? Et le calcium n'a pas d'interférence avec la quantité de matière grasse. Que votre produit laitier soit maigre, soit demi-écrémé ou écrémé,
ça ne change rien pour la quantité de calcium absorbée. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'effectivement, les produits laitiers 0% de matière grasse ne contiennent pas du tout de matière grasse. Les 20%, c'est 20% sur extrait sec. Sur la totalité du produit, vous êtes à 2 à 3% de matière grasse. Et les produits entiers, vous êtes entre 4 à 5% de matière grasse sur la totalité du produit, puisqu'on ne consomme pas que l'extrait sec, heureusement. Voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'entre de l'emmental et du camembert, on est tous les deux à 45% de matière grasse sur l'extrait sec, alors qu'en fait, l'emmental va être à 38 à 40% de matière grasse sur la totalité du produit, alors que votre camembert sera entre 20 à 25% de matière grasse sur la totalité du produit, en fonction de si vous les faites ferme ou coulant. Voilà. Et dans tous les cas, le degré de calcium sera le même. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Et les produits laitiers, on va en consommer pour nous, adultes, entre 2 à 3 par jour. Ça sera un peu plus chez les enfants, puisque nous ne grandissons plus. Donc voilà. Donc les protéines, elles sont intéressantes parce qu'elles vous permettent de capitaliser votre capacité musculaire. On est d'accord. Et ça vous permet aussi d'avoir une sensation de rassasiement intéressante. Donc pour les personnes qui ne consomment pas du tout de sources de protéines animales, sachez que vous avez quand même les protéines que vous allez avoir dans tout ce qui va être la famille des féculents, en faisant les bonnes associations pour que les protéines végétales soient de même valeur biologique qu'un œuf. Par contre, pour les personnes qui sont aussi végétaliennes, c'est-à-dire sans source du tout de protéines d'origine animale, là, il convient quand même d'aller voir votre médecin et de faire peut-être une supplémentation pour tout ce qui va être iode, fer, calcium. Et ça, c'est important aussi puisque c'est vital pour notre organisme. Tout ce qui va être les viandes, poissons ou œufs vont aussi vous apporter des vitamines du groupe B qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans les mêmes proportions d'absorption. Ensuite, vous avez la famille des matières grasses. Et c'est là où on arrive sur le haut de la pyramide alimentaire et où ce n'est pas vital pour votre organisme. C'est pour ça que c'est dans le haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'on va en consommer avec modération, mais on voit bien quand même que ça fait partie de notre pyramide. Et donc, toutes les matières grasses dites ajoutées, c'est-à-dire les huiles, le beurre, margarine et crème fraîche, parce que moi je suis en Normandie, c'est important, ces matières grasses sont intéressantes parce qu'elles vont vous apporter également des acides gras essentiels, essentiels parce que vous ne les fabriquez pas, et donc vital pour votre organisme. Ça va vous apporter des vitamines dites A, D, E, K, que l'on ne trouve que dans cette famille-là, puisqu'elles sont dites liposolubles. On pourra aussi les trouver dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, produits du type de viande, poisson ou produits laitiers que vous consommez, s'ils sont maigres ou gras. Et donc, cette famille-là, elle a aussi pour but de mettre un peu de réserve adipeuse pour être en bonne santé. Aujourd'hui, il fait extrêmement froid, on a besoin d'avoir un peu de réserve. Si vous avez une bonne grippe ou un bon rhume, vous n'allez pas manger de la même manière et donc vous avez besoin d'avoir un peu de réserve adipeuse pour permettre à votre organisme et à votre système immunitaire de se défendre aussi contre le froid et contre les pathologies. Donc ça, c'est important. Cette famille-là, il est important de la consommer avec modération, mais comme pour tous les produits et les familles d'aliments, il faut aussi jouer sur la saisonnalité et sur le fait de varier aussi le type de matière grasse que vous consommez, puisqu'ils ne vont pas vous apporter tous les mêmes acides gras essentiels, donc c'est important. Le beurre, c'est 82% de matière grasse. La margarine, c'est également 82% de matière grasse. Ce qui change, c'est que la matière grasse margarine est d'origine végétale, alors que la matière grasse beurre est d'origine animale. Ce qui change aussi, c'est que le beurre, comme c'est une matière grasse d'origine animale, contient du cholestérol. Et là, il faut se dire que si vous supprimez toute cette famille-là, c'est votre organisme. C'est comme si vous supprimez toutes les viandes grasses ou tous les poissons gras. C'est votre organisme qui va fabriquer là du mauvais cholestérol. Donc, il en faut en quantité raisonnable, mais il en faut quand même. La différence entre le bon et le mauvais cholestérol, c'est le fait que ce qu'il faut, c'est que vous ayez un rapport qui soit équivalent à 1. Ils sont tous intéressants pour notre organisme dans des quantités adaptées. Le mauvais cholestérol, pour vous en rendre compte sur votre prise de sang, c'est le LDL cholestérol, loser en anglais. Alors que le bon cholestérol, c'est le HDL, le H de héros. Donc, ce qu'il vous faut, c'est avoir du bon et du mauvais cholestérol dans les mêmes proportions pour que votre cholestérol total soit en adéquation et que votre taux de cholestérol total soit
équivalent à 1, puisque c'est un rapport entre le bon et le mauvais. D'accord? Donc, il ne faut pas supprimer les familles d'aliments, il faut faire les bonnes associations et les bonnes quantités pour que ça réponde réellement aux besoins de votre santé. La margarine, non, cholestérol. Par contre, pour les personnes qui sont sans sel, vous avez d'office un peu de sel dans la margarine, ce que vous n'avez pas dans le beurre non salé. Les huiles, elles sont toutes caloriques de la même manière, c'est toutes 100% de matière grasse. Ce qui va changer, c'est qu'il y a des huiles qui se cuisinent à chaud et d'autres qui se cuisinent à froid. Tout ce qui va être les huiles de colza, noix, soja, ce genre de choses, ça ne se cuisine pas à chaud puisque ça a des propriétés en oméga 3 et en oméga 6. Donc, on en a physiologiquement besoin. Et si vous les chauffez, vous allez perdre les propriétés. Et c'est ce qui fait aussi que ces huiles sont plus chères. Par contre, tout ce qui est l'huile d'olive, l'huile de tournesol, ce genre de choses, elles peuvent être consommées à chaud comme à froid. Et donc, pareil, plus vous variez les sources d'huile, plus vous variez les acides gras essentiels qui la composent. Mais la saisonnalité joue bien dans notre sens. En ce moment, dans tout ce qui va être salade d'endive, de mâche, eh bien, on peut mettre une huile de noix ou de noisette ou de colza, alors que l'été, souvent, avec une tomate mozza, on se met un petit coup d'huile d'olive. Donc, faites attention à ça. Le but, c'est de varier au maximum. La crème fraîche, qu'elle soit liquide, semi-liquide, épaisse, pour une crème fraîche basique non allégée, on est bien à 30% de matière grasse sur la totalité du produit. Voilà. Et c'est bien aussi de pouvoir l'associer sur certaines préparations. Pour le haut de la pyramide, donc tout ce qui est mes produits très salés, c'est vraiment le côté gustatif qui prend le dessus, puisque nutritionnellement parlant, franchement, on n'en a pas besoin. Mais on l'a dit au démarrage, l'importance quand même de se dire que le matin, s'il y a un petit peu de confiture sur votre tranche de pain, c'est ce qui va faire la différence et ce qui fait que la journée commence bien, plutôt que d'avoir du pain sec. Voilà. Si vous finissez vos chocolats, s'ils ne sont pas déjà finis, les chocolats de Noël, s'il y a 1 ou 2 petits chocolats dans la journée, ce n'est pas ça qui fera la différence. Par contre, l'intérêt, c'est que gustativement, ça vous fait plaisir. Maintenant, je me permets de faire un petit boops sur la notion de plaisir. Si vous mangez des chocolats ou des gâteaux en cachette, le nez dans le placard, est-ce que vraiment la notion de plaisir est intéressante? Je ne pense pas. Par contre, si vous prenez le temps de manger vos 2 petits carrés de chocolat dans une situation tranquille, bien posée, je pense que gustativement, ils seront plus intéressants. Vous n'aurez pas besoin d'en manger 4 ou 5. Voilà. C'est comme, alors je donne toujours cet exemple. Quand moi j'étais petite, ma grand-mère nous emmenait au salon de thé. Les salons de thé reviennent, le tea time redevient à la mode. Et je me souviens que c'était emballé. Soit on le mangeait sur place, soit on allait chercher la petite pâtisserie et c'était emballé, vous savez, dans des petits pochons qu'on tenait par le haut. Mais tout ça faisait partie du plaisir de manger la pâtisserie. Alors que si je l'avais mangé en cachette comme ça vite fait, je pense que je n'aurais pas eu le même plaisir. Et en plus, j'aurais culpabilisé de l'avoir mangé. Donc, le haut de ma pyramide, il est vraiment intéressant et il faut vraiment en jouer, en surjouer pour que cette notion de plaisir ressorte au mieux. On a une petite question, Laure, pardon. Oui, je ne vois pas afficher les questions, je suis désolée. Non, c'est pas grave. À propos des huiles, certaines supportent mal la température. Oui, effectivement, tout ce qui va être en oie, les noix, colza, soja, ça ne supporte pas bien la température. Mais comme vous voyez aussi qu'en ce moment, il fait très froid, les huiles qui sont à même le sol dans votre placard de cuisine ne supportent pas bien non plus la température plutôt froide. Elles se troublent un petit peu. Elles se figent des fois. Elles se figent des fois. Donc, c'est vrai que les huiles, c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'acheter des gros bidons. Il vaut mieux en acheter régulièrement et variés plutôt que d'avoir des chocs thermiques. Et je me répète, les huiles en oie qui contiennent des oméga ne sont pas adaptées à de la cuisson. Par contre, si vous faites un petit risotto et que l'huile de noix ou de noisette en fin de cuisson, juste à la fin, vous permet d'avoir une saveur, apporter un plus à votre plat, sans souci. Mais il sera mis à la fin et il n'aura pas été cuisiné elle n'aura pas été utilisée pendant la cuisson. Voilà. C'est ce qui fait qu'il y a eu à un moment donné la mode des brumisateurs d'huile pour avoir le goût, la subtilité, mais c'est des huiles qui n'ont pas besoin d'être en quantité importante et cuisinées pour que ça ressorte. Voilà. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée et on respecte justement cette pyramide dans notre quotidien. Maintenant, si vous reprenez la pyramide alimentaire, vous voyez que la base de notre équilibre alimentaire, il est bleu, c'est l'eau.
Physiologiquement parlant, nous avons besoin de renouveler notre quota hydrique puisque nous sommes faits de 70 à 80% d'eau. Et en vieillissant, notre quota d'eau, à la tienne, diminue. Donc, il faut encore plus l'entretenir, que ce soit au quotidien et aussi pendant l'activité physique. Si vous faites de l'activité physique et que vous buvez après, je vais être désagréable et dans les 5 minutes, vous êtes aux toilettes. Ça veut dire que ça n'a pas été optimisé par votre organisme, ça ne vous a pas aidé à thermoréguler votre transpiration et ce genre de choses. Donc, le but, c'est de boire 1,5 litre d'apport hydrique, tout compris. Eau, café, thé, jus, potage, tout. Donc, si vous buvez un verre de lait, laitier de la famille produits laitiers et en même temps un apport hydrique. Mais le but, c'est pas non plus de se noyer. Parce que si on mange trop, si on boit trop, on dilate trop l'estomac, donc on mange trop, ou alors on n'a plus faim. Donc le but, c'est de trouver le juste milieu. C'est pour ça que le bol de soupe le soir, c'est bien un légume, mais si vous prenez un gros bol de soupe, vous me dites, ah ben non, mais j'ai plus faim. Donc vous allez me dire, ben moi, un bol de soupe et un yaourt, ça me suffit. Ben non, physiologiquement, ça ne vous suffit pas. Parce que 2 heures après, vous allez avoir faim, la soupe, elle est passée. Donc faites attention aussi à ça. On a Donc, Michel qui nous parle des acides aminés. Est-ce qu'on peut les avoir en mangeant pain et pommes de terre? oui, Les c'est 9 évident. acides aminés. Les 9 acides aminés essentiels, vous les avez finalement dans la famille des viandes, poissons, œufs et dans la famille des féculents. La seule chose pour la famille des féculents, c'est qu'il faut doubler la mise en féculents pour que cette complémentarité se fasse bien et que vous trouviez bien vos 9 acides aminés essentiels. Il ne faut pas manger juste du pain et des pommes de terre quand même. Non, il faut avoir autre chose à côté, un légume, enfin voilà. Donc là, je vous reprends les différentes familles d'aliments que nous avons vues ensemble. Et pour vous résumer, l'équilibre alimentaire, c'est la règle des 5. C'est-à-dire qu'à chaque repas, je vais consommer une source de protéines, viande, poisson ou œuf, ou équivalent végétal, une source de légumes, cuits ou crus, une source de féculents, des pâtes, du riz, des pommes de terre, un produit laitier et un fruit. Le produit laitier, c'est yaourt ou fromage, ce n'est pas les deux. Et c'est le V de la victoire pour le fromage, hein, c'est 30 grammes, hein, ce n'est pas la moitié du camembert. Hein. Et la base, c'est l'eau. L'équilibre alimentaire, c'est de l'eau. De l'eau parce que ça va vous apporter des vitamines et des minéraux et que c'est calorique. Votre verre de lait ou votre jus de fruits, ils sont caloriques et ils rentrent bien dans la famille des produits laitiers ou des fruits. Donc, les apports hydriques, on a bien vu que c'était la base de notre équilibre alimentaire. Et donc là, je vous donne des exemples concrets de types de repas pour que l'équilibre alimentaire de ma règle des 5 soit cohérente. C'est-à-dire que si ce midi, c'est poisson, riz, chou-fleur, alors déjà, ça va être très, très blanc. Mais dans ces cas-là, vous avez les deux. Vous avez le riz et le chou-fleur. Le produit laitier, ça peut être un morceau de fromage et puis un fruit. On peut rajouter un petit morceau de pain en plus. L'heure pour le fromage, tu disais 30 grammes, c'est 30 grammes, c'est une portion par repas ou c'est par jour? C'est une portion par repas. Bien. Idéalement, plutôt une portion de fromage par jour et le reste plutôt en autre source de produits laitiers parce que c'est quand même plus riche que votre yaourt ou votre fromage blanc. Attention, crème dessert, c'est dans le rayon en face. Et là, très gras, très sucré. Vigilance avec ce niveau-là. Voilà. Donc, le type de repas qu'on peut vous proposer sur cette règle des 5, c'est par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait proposer ce midi. Ça peut être un petit blanc de poulet avec du chou vert et puis une pomme de terre. Et puis, on aura un yaourt et un fruit cru ou cuit en dessert. Ça peut être également une entrée type crudité ou cuidité. Ça peut être des poireaux en vinaigrette et puis ensuite, vous avez spaghetti bolo. Et alors, si vous mettez le gruyère râpé sur les spaghettis bolo, votre produit laitier, c'est le gruyère râpé. Malheureusement, on ne peut pas doubler la mise. Et vous aurez une petite compote de pommes ou une pomme cuite en dessert. Ça peut être une entrée type féculent, où là, ça peut être par exemple un friand au fromage, et auquel cas vous avez le féculent et le produit laitier. Ça peut être une petite salade de pommes de terre, ça peut être aussi une salade de lentilles, pourquoi pas. Et ensuite, vous aurez par exemple du poisson avec des petites carottes Vichy, et puis un fruit en dessert. Ça peut être aussi un féculent type pain, et là, ça va être en milieu de repas. Ça peut être aussi un féculent, alors là, je ne l'ai pas montré, mais type quiche, pizza, pâte à tarte, tout ce genre de choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, une part de pizza en entrée, et puis le reste, ça sera, par exemple, je ne sais pas moi, poulet avec des haricots verts, mais ça peut être aussi une pizza comme plat, et auquel cas, vous pouvez avoir soit de la salade, mais attention, la salade, beaucoup de volume, mais en poids, vous n'avez pas grand-chose. Auquel cas, vous pouvez mettre dans la salade, je ne sais pas moi, un reste de concombre ou un reste de carottes râpées. Et ça peut être pareil pour la quiche.
ou ça peut être un petit bol de soupe en entrée, et puis votre quiche ou votre salade, ou votre pizza après. Et ça peut être également un format où le produit laitier, pardon, est en dessert. Auquel cas, vous voyez, part de galette en ce moment, il vous reste une part de galette. Votre source de féculents, ce sera la part de galette en dessert. Et donc, il n'y aura que des légumes pour accompagner votre viande ou votre poisson. Si vous avez l'habitude de manger du pain à table, dans ces cas-là, vous faites un tiers de féculents pour 2 tiers de légumes et vous ajoutez un petit morceau de pain. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est à la fois ma règle des 5 pour l'équilibre et en même temps mes 5 sens en action. Donc, on va regarder ensemble comment on peut faire. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit visuellement intéressant à manger. Et l'avantage d'intégrer et légumes et féculents, c'est que d'office, on met de la couleur quand même sur notre repas. Ça sent quelque chose puisqu'on va cuisiner, on va préparer. Et donc, on va avoir différentes odeurs qui vont se mêler ensemble. Au niveau aussi de l'ouïe, mais finalement, quand vous croquez, vous mastiquez, ça fait aussi du bruit et ça joue en bouche. Donc ça, c'est important. Et puis, pensez par exemple au le toucher. Une brochette de fruits chez les enfants, on adore ça. Une pomme à croquer, si vous avez eu de la purée en plat, va vous permettre aussi de jouer avec ça. Et puis, c'est vraiment une association des 5 sens en action qui vont nous permettre aussi d'avoir envie de manger ce que nous avons dans notre assiette. Donc, le gustatif, ce qu'on met en bouche, les textures, je vous l'ai dit, je vous ai donné l'exemple des Covid longs, mais les textures vont jouer. Si vous avez du potage, de la purée et un poisson blanc qui ne nécessite pas beaucoup de mastication, ça va être embêtant. Le but, c'est d'essayer de varier les textures pour que à la fois ça vous donne envie et que vous mangiez tranquillement. L'équilibre alimentaire, c'est manger en 20 minutes. C'est 20 minutes de mastication. Autant vous dire que c'est hyper long. Mettez le minuteur ce midi, vous allez voir, c'est très long. Le fait aussi de mastiquer vous permet de saliver et c'est ce qui va donner l'impulsion à votre estomac pour se mettre en route et donc pour donner de l'acidité. Si vous mangez très vite, l'acidité, elle sera après coup. Ça fausse la digestion, ça peut faire des reflux. Après 20 minutes, c'est très, très long. Hein. Mais c'est vrai qu'en fonction des textures que nous allons avoir, on va plus ou moins mastiquer notre repas. Le fait aussi de se faire une petite entrée fait qu'on retarde, on donne du temps à notre repas et on donne aussi du visuel, du choix de la couleur. On donne aussi des textures différentes, des goûts différents. Et ça aide aussi à prendre le plaisir de manger. C'est vrai que souvent les personnes seules mangent beaucoup plus vite parce que tu discutes Bah pas déjà, pendant que tu non, manges, mais c'est clair, tu es tu es tout seul tout devant ta seul télé. et puis tu te fais un plat unique C'est ça. généralement Et et Jean-Pierre Pernaut, il est même plus là. Alors franchement, c'est compliqué. Non, mais c'est même vrai. plus parler avec lui. Alors que plusieurs petites choses vous permettent de donner l'impression d'avoir visuellement d'avoir plus de choses à manger déjà. Et puis, vous permet aussi au moment du plat de manger chaud, parce que sinon, si on fait une trop grosse assiette, vous finissez par manger. Et c'est vrai que pour les personnes seules, c'est un peu embêtant parce qu'on se dit non, mais je ne vais pas me faire une entrée, voilà. Sauf que des carottes râpées, limite, vous en faites en avance, ça se garde. Les betteraves, ça se garde aussi. Donc, pensez à ce genre de choses. Une salade de pommes de terre, bon, bah, limite, ça se garde aussi. Une salade de lentilles, ce genre de choses. Ça peut être aussi plusieurs petites choses. Et pour les personnes qui mangent seules, c'est vrai que manger devant la télé, on vous le déconseille. Mais dans ces cas-là, parce que finalement, votre esprit est branché sur ce que vous regardez et pas sur ce que vous mangez. Mais si vous êtes seul et que vous souhaitez manger devant la télé, dans ces cas-là, trouvez-vous un programme qui vous plaise et essayez de tenir tout le programme. Voilà. L'auditif, l'auditif fait que je reviens sur mes oignons qui rissolent, sur ce genre de choses. Ça donne déjà du plaisir. Le fait aussi de s'entendre mastiquer, croquer, ça fait du bruit. Et donc ça joue aussi. Par contre, à l'inversement, si vous êtes sur une table où il y a trop de monde, trop de bruit, trop de brouhaha, c'est difficile de se concentrer sur ce que l'on mange aussi. Donc l'inverse est vrai. Il faut aussi être conscient de manger dans une atmosphère serein et calme. Et ça joue aussi sur le bruit. Ensuite, vous avez le visuel. Donc là, on reparle de la couleur, on reparle des textures. Même si c'est un plateau repas, si vous mettez votre tranche de jambon sur une assiette plutôt que dans le papier cellophane ou dans le plastique, c'est quand même plus agréable à regarder. Ça donne envie de manger. Donc, faites attention à ça. Ensuite, nous avons donc le visuel couleur, effectivement, je vous le remets. La façon dont c'est présenté, tout ce qui est petites verrines et tout ça, c'est vrai que ça donne l'eau à la bouche, ça donne envie de manger. Pour les personnes seules, pensez aussi à tout ce qui va être petites verrines, des choses comme ça, des petits entremets. Ça peut aider d'avoir un petit moment de convivialité avec vous-même et
à la rose sur le plateau, mais quand même, ça peut donner. Et là, vous voyez, typiquement, on a beau avoir des couleurs, malheureusement, sur des plateaux repas tout près comme ça, le côté plastique blanc, ça aide pas à ce que finalement votre part de gâteau ou votre entrée soit mise en valeur, même si on essaye de jouer sur des couleurs. Donc, cette fameuse règle des 5, ça va pour nos 5 sens et ça va pour notre équilibre alimentaire. Donc, essayez, quand vous regardez votre plateau de ce midi, de votre repas de midi, essayez de voir si au niveau de la règle des 5 et des 5 sens, c'est cohérent ou pas. Donc, voilà, des petites choses aussi manger à la main. Quand on est tout seul, se préparer des petites choses, des petits sandwichs appétissants, des fois, c'est plus sympathique que de manger une vraie assiette. Ça peut jouer aussi, ça peut varier. Tout ce qui est wrap, tout ce qui est petit club sandwich et ce genre de choses, c'est aussi sympa. Et d'ailleurs, les enfants en raffolent. Pourquoi ils aiment le McDo? C'est parce qu'on mange avec les mains. Hein. Et ça, limite, le pique-nique, on peut s'improviser un pique-nique tout seul. Hein. Et il faut en jouer, justement, pour les personnes qui sont tout seules. C'est ça qui peut aussi donner cette sensation de se dire, je me fais plaisir, ou c'est pas un truc très compliqué, mais ça me fait plaisir. Je pense aussi au repas du soir, souvent, où on n'a pas envie de se remettre à cuisiner. Ça peut être des choses qu'on peut avoir préparées à l'avance. Quand on se prépare à manger et qu'on fait un truc un petit peu sophistiqué comme ça, on a la tentation de goûter aussi pendant la préparation? J'espère bien. Oui, Donc il n'y a mais pas dans de ces cas, contre-indication du il coup? n'y a pas de contre-indication. Maintenant, c'est goûter, c'est pas manger une Voilà. deuxième fois. On est d'accord. Hein. Donc voilà, ça peut jouer aussi. Donc l'odeur, alors ça joue. Hein. Je vous dis, les plats, par exemple, quelqu'un qui est tout seul et qui a l'habitude de manger des plats tout préparés, sans souci. Par contre, peuvent tromper. Maintenant, si vous êtes tout seul à manger avec votre plat tout prêt, ça ne suffit pas. Pensez à vous rajouter une petite entrée qui peut être elle-même toute prête, mais pensez à vraiment avoir la règle des 5. Et pareil, l'odeur va jouer. Ça peut aussi être sur des choses peut-être variées, sur des choses qui vont être peut-être avec un peu plus de curry, un peu plus d'épices, une journée pour le lendemain avoir quelque chose qui va être différent. Pour que vous ayez, ça vous interpelle, vous puissiez quand même vous souvenir des odeurs et que ça fasse lien par rapport à votre esprit. Donc les épices, les aromates aussi vont donner. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de mettre en adéquation et l'équilibre et le plaisir pour que visuellement, gustativement, et que votre tête soit en harmonie avec ce que vous consommez sur votre plateau repas. Donc ce que je vous propose ce midi, c'est de regarder ce que vous allez manger et en fonction de ça, d'avoir un esprit à la fois critique pour vous dire « Ah ben j'ai pas ci, j'ai pas ça » et en même temps un esprit positif en disant « J'y suis presque ou alors j'ai tout, c'est super ». Voilà. Et pensez aux 20 minutes de mastication qui jouent sur cette notion de plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup Laure. Alors oui, on a des questions, je vais Alors je suis repasser. désolée, je n'avais pas le listing des questions qui apparaissaient. Il n'y a pas de Donc il y a certaines souci, choses qui ont dû passer à la trappe. il y a juste quelques questions où je t'ai interpellé parce que c'était, pendant vraiment, ce que Super. tu disais. On a Michel qui nous dit: «La quantité de matière grasse est plus importante dans un fromage sec que dans un camembert coulant et crémeux, par exemple». Bien évidemment. Bien évidemment, mais en même temps, j'aurais tendance à dire que la variété et la saisonnalité vaut aussi pour le fromage. Donc, si vous achetez le camembert et que vous en mangez tous les jours parce que vous êtes tout seul, forcément, vous allez manger toujours le même type de fromage. L'idée, c'est peut-être d'avoir plutôt des demi-portions ou des portions individuelles quand on mange tout seul pour pouvoir varier le type de fromage que vous allez consommer. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est se faire plaisir. 30 grammes, c'est pas des masses. Donc, 30 grammes de camembert coulant et 30 grammes de gruyère ou un truc mais ça bien fait pas le même sec, effet, voilà, ça fait pas ça la fait même pas le même chose? effet, d'où l'intérêt de varier quand même, Ouais. à la fois pour le gustatif, pour les apports nutritionnels. Alors en même temps, je dis 30 grammes, mais je pense que ça peut varier justement sur les portions. Faites attention quand vous êtes au restaurant ou en collectivité, ils peuvent varier les portions justement en fonction de la quantité de matière grasse du produit, du fromage choisi. Alors, on a une autre question d'Isabelle sur, la pyramide, que tu présentais tout à l'heure. Elle demande Oui, si, tu la préconises sur les 2 repas ou est-ce qu'il faut faire un repas plus oui. léger le soir? En fait, Alors c'est je la l'ensemble préconise, voilà, qui alors présentait je la tous les aliments. préconise sur le fond. Vous avez quand même besoin d'avoir un apport énergétique non négligeable. En plus, pour peu que vous mangiez à 19h30, 20h et que votre petit déjeuner soit le lendemain à 7h, 7h30, 8h, vous avez un jeûne nocturne de 12 heures. Et donc, ça veut dire que votre organisme, il peut se mettre en défaut. Donc, il faut le fond, la qualité nutritionnelle doit être la même pour les 2 repas.
Par contre, effectivement, la quantité va être réajustée en fonction de votre appétit et aussi en fonction de votre activité physique. Le midi, vous savez que vous avez toute l'après-midi pour faire une activité physique. Le soir, vous allez effectivement aller vous coucher ou regarder la télé, donc votre dépense énergétique ne sera pas la même. Donc, on garde la qualité, par contre, la quantité, on la réajuste en fonction de nos dépenses énergétiques. Et dans notre culture, on mange normalement plus léger, en moins grosse quantité le soir. D'où l'intérêt de continuer de bien mastiquer pour avoir cette sensation d'en avoir suffisamment. Merci beaucoup Laure. On se retrouve à la fin de cette visioconférence. J'ouvrirai vos micros pour que vous puissiez poser vos questions. Donc ça, c'est la partie bonus. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, ça, vous n'y avez pas accès. Donc d'où l'intérêt de vous inscrire à nos visioconférences. Je vous invite maintenant à remplir notre questionnaire de satisfaction qui est important pour que l'on puisse faire un retour à nos financeurs. Donc je vous l'ai mis dans la barre de conversation. N'hésitez pas à le remplir. Et puis, vous pouvez sinon cliquer sur le texte sur la diapositive. Les projets de Gwendoline Cotrez et de Movadom, donc vous avez toujours la chaîne YouTube où vous le replay de cette visioconférence sera en ligne dans la soirée ou demain ou plus tard. L'inscription à nos visioconférences est sur movadom.eventbrite.com et puis le livre audio et le podcast, vous pouvez les télécharger gratuitement sur notre site internet movadom.com. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site movadom.com. Le livre audio, ça explique un petit peu comment se passe un déménagement. C'est coécrit avec Isabelle Palassin, qui est psychologue, donc qui explique les difficultés du déménagement. Et puis les podcasts, ce sont des témoignages de seniors ou de professionnels par rapport à l'aménagement du logement pour rester chez soi plus longtemps, ou alors des témoignages de personnes qui ont déménagé et qui expliquent dans quelle structure elles sont arrivées et comment elles se sentent et pourquoi elles sont allées par là. Notre prochaine visioconférence, c'est mercredi prochain à 14h30. On fera une petite séance de sophrologie après un bon petit repas, une petite sieste et une petite séance de sophrologie. Pour vous inscrire, c'est sur movadom.eventbrite.com. Merci encore à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine et à la CNSA. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Merci beaucoup Laure. À très bientôt. Merci.